chose promise, chose due, c'est le grand retour du Hoop Culture pour une deuxième saison. Malheureusement pour vous, on a gardé les deux mêmes animateurs, mon camarade Pierre-Armand Samama en live et en direct de Marseille et moi-même Théophile Messer. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour cette deuxième saison. Comment ça va, Pierre? Ah, super bien, tu vois, je ne tiens pas sur ma chaise tellement j'attends depuis presque. Bon, on a l'impression qu'on s'est pas vu depuis 3 mois, mais en fait, on a juste fait un petit break au mois d'août. Mais mille merci à tous d'avoir apporté votre soutien à Hop Culture, d'avoir demandé qu'on soit de retour. Vous auriez été qu'un seul à nous le demander, à savoir ma mère, que j'aurais dit on remplit le direct. Mais comme vous avez été très nombreux, il n'a pas fallu nous titiller très longtemps. Ça s'est joué à peu de choses. On a eu quelques soucis techniques. Mais nous voilà de retour. Quand Théo dit promis, c'est promis. Exactement. Et alors, pour tout vous dire, ou pour vous réexpliquer un petit peu si vous ne connaissiez pas ce concept, l'idée c'est de parler de basket, bien entendu, mais aussi de parler de tout ce qui est en dehors du terrain et qui se rapproche au basket, que ce soit livres, cinéma, sneakers, ça peut être vraiment toi. Tout ce qui peut intéresser des passionnés de basketball, tout simplement d'un point de vue culturel. Et petite nouveauté, je pense, pour cette saison, on va vraiment essayer de faire l'effort d'avoir plus souvent des invités que durant notre première saison. Vous aviez été, enfin, ça avait été vraiment super les retours que vous aviez fait, notamment quand on avait eu la chance d'avoir Wax pour nous parler un petit peu de sa passion du basket. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de multiplier au fur et à mesure de l'année. On n'hésitera pas à vous prévenir, en tout cas, quand ça se passera. Et sinon, bah voilà, vous retrouverez Pierre Armand et moi tous les dimanches, comme d'habitude, en fin de matinée, histoire de finir le week-end en beauté. Ou de le commencer si vous travaillez le samedi ou si vous êtes rentré très très tard. Exactement. Et pour lancer cette... pardon, excusez-moi, comme j'habite en région parisienne, forcément j'ai déjà chopé la crève. Histoire de lancer cette nouvelle saison, on s'est dit avec Pierre qu'on allait faire un petit bilan un petit peu de ce qui s'est passé cet été, tout simplement. Cet été 2024 qui a été riche en événements sportifs, forcément. Riche, je sais, j'imagine, Pierre, déjà chaque semaine, il m'envoie une liste de 10 nouveaux bouquins à lire. Donc j'ose même pas imaginer ce qu'il a préparé après un mois de vacances. Pierre, comment s'est passé ton été? Eh bien, écoute, mon summer body que je n'avais pas préparé a parfaitement servi, c'est-à-dire rien du tout. Voilà, coupure complète, pas de sport, etc. J'ai un petit peu fait comme beaucoup de gens. J'ai une force incroyable là pour avoir fait France 2, France 3, Eurosport, France 2, France 3, Eurosport. Comme ça, et ce petit tour. Quelques petites escapades du côté de Paris aussi pour profiter des belles animations qui a eu lieu, puisque j'imagine que ça a été le fil rouge un petit peu de notre été, Théo, tout ce qui s'est passé sur Paris et dans la France entière avec les Jeux Olympiques, bien sûr. Ouais, écoute, tu parlais de Summer Body quand même, faut que je te confie cette anecdote, tu vois, je m'étais dit, allez, comme tous les débuts d'été, cette fois je m'y remets vraiment, je me remets en forme, comme ça la saison prochaine je l'attaque au taquet, et je me suis fait une entorse de la cheville, mais comme un tocard tout seul, dans un créneau d'entraînement de basket où je me disais, te fais pas mal, il y a des gens avec des niveaux un peu disparates, c'est pas le moment de mettre le pied sur celui d'un autre. Je suis allé prendre un rebond, première erreur, hein, parce que comme ça j'ai arrêté de faire depuis 87, normalement c'est trop dangereux. Tout seul, je me fais la cheville en retombant, donc ça a été un été pas du tout sportif de mon côté. Là maintenant, je pourrais reprendre, mais du coup, j'ai zéro condition physique, donc voilà. Mais tu as Si, l'envie. ouais, vas-y. Tu as l'envie quand même. Oui, l'envie, mais par contre, voilà, là, il va falloir réactiver les poumons, les muscles et tout, ça va être un long processus, je pense. Alors, je t'avoue que j'ai passé plus de temps, moi, à regarder les actus sneakers pour savoir quelle paire choisir pour le redémarrer la saison que de préparer. J'ai plus préparé mon portefeuille que le haut du corps. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais voilà, j'ai quelques sérieux doutes, tout comme toi. J'espère que je ne me ferai pas couper avant la fin du mois de septembre. Mais dis-moi, Pierre, de quoi tu parlais des Jeux Olympiques. Toi, tu as eu l'occasion d'aller voir. Bon, on va parler basket, bien sûr, mais c'est la question que j'ai même pas eu l'occasion de te poser. Mais tu as eu l'occasion d'aller voir, d'assister à ce qu'on appelle souvent l'épreuve reine des Jeux Olympiques. Tout à fait, ouais. J'ai eu le plaisir d'aller. Alors, c'est le privilège d'avoir un certain âge, c'est quand on te fait des cadeaux, quand tu dépasses une nouvelle dizaine, on t'offre un truc vraiment top. Et là, mon meilleur ami que je salue encore et que je remercie encore parce que je suis toujours pas descendu de ce cadeau, m'a offert la finale du 100 avec lui au Stade de France. J'étais déjà complètement en folie de ce qui se passait sur la semaine d'avant parce que c'était donc le samedi soir, donc il y avait déjà eu une semaine de compétition. Il faut savoir que les Jeux m'ont
attrapé, on va dire, dès que il y a eu la première vue d'hélicoptère au-dessus de Paris le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture. Voilà, j'ai été complètement scotché par les 3 heures et demie que j'ai passées. Je pense que je, tu vois, si un jour on fait un top 10 des plus belles choses qu'on a vues de sa vie à la télévision, je pense que cette cérémonie d'ouverture, malgré quelques longueurs, mais avec la pluie, etc., on était déçus de la pluie. Et puis plus ça allait, plus on se rendait compte que cette pluie était dantesque et rendait la chose. C'était fantastique. Donc vraiment, déjà là, j'étais bien. Et donc j'arrive à Paris. Je me rends compte de l'ambiance surtout. Je sors du côté de Châtelet, je passe devant l'hôtel de ville, je me promène pour aller jusqu'à la Concorde et voir. Alors, tu vois, sous les arcades de la rue de Rivoli, il y a des cafés, il y avait des athlètes qui étaient là, qui étaient peut-être en compétition, tu sais pas, tu les connais pas trop. Enfin, tout le monde était mélangé. Et donc, direction le Stade de France, où en fait, comme il y a 2 sessions dans la journée, en arrivant, tu sors donc en prenant le métro, pas en prenant le RER, donc tu as tout le trajet à faire, tu as un bon quart d'heure de marche avant d'arriver jusqu'au stade. Et donc, tu croises les gens qui s'en vont. Et là, en 5 minutes, tu te rends compte de l'orga du truc. C'est fluide, ça se passe super bien. Et donc, tu arrives dans le stade, ce stade que vous avez vu avec la piste violette. Très, très beau choix. Moi, j'avais jamais vu une compète d'athlée en vrai, donc c'est très difficile parce qu'en même temps, tu vois plein de trucs. Tu as le saut en hauteur là, tu as le marteau d'un côté, donc tu vois quelqu'un qui saute, une jeune femme qui saute, et puis en même temps, tu tournes la tête à droite, tu vois passer un truc, bam, comme ça, qui atterrit à 60 mètres, tu vois, tu comprends même pas. Alors si tu comprends que toi, tu te rappelles que tu avais essayé de lancer une fois quand tu étais au lycée ou au collège, une espèce de 10 comme ça, et que tu avais fait 3 mètres alors que tu avais fait 3 tours sur toi-même. Tu as fait plus de tours sur toi-même que de mètres lancés. Et, euh, et donc arrive la finale du sang avec tout qui s'éteint. On avait des bracelets où on pensait qu'on devait les allumer, mais en fait, c'était tous téléguidés. C'était des bracelets LED, c'était tous téléguidés. Donc, et on le voit dans la cérémonie de clôture. Au moment où on voit dans le noir un cheval qui bouge dans les travées, en fait, c'est les bracelets qui s'allument et s'éteignent en même temps. D'accord. Voilà, la prouesse technique est folle. Il y avait Kavinsky qui jouait donc au moment de la cérémonie. Alors Kavinsky, joyeux comme d'hab, comme ça, avec son chewing-gum, catastrophique de pas d'envie d'être là. Enfin, il devait être ravi. Euh, et, euh, et donc voilà, et puis la finale du sang qui s'avère être la finale la plus serrée de l'histoire, où tout se tient en 12 dixièmes, je crois, puisque Noah Lyles gagne en 9,79 et le dernier est à 9,91, donc c'est complètement fou. Alors, on s'en rend pas compte sur le coup, mais on attend euh, presque 30 secondes, puisque en fait, les athlètes voient le même écran que toi où on annonce et il y a marqué photo finish. Et d'habitude, il y a genre 1, 2 ou 1, 2, 3 photo finish. Et là, ta photo finish sur tout, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Et j'attends, et j'étais trop content pour Noah Lyles parce que c'était vraiment genre. Tu vois, il leur a mis à tous ces gars-là, Draymond Green en premier, qui devait attendre avec le fusil chargé, tu vois, ils étaient tous le fusil chargé. Et j'ai trouvé, ouais, j'aime bien les athlètes qui ont une grande bouche, pas forcément, mais quand ils ont une grande bouche, voilà, sachent assumer. Et le mec, il a posé ce qu'on peut dire sur la table. Et c'était chouette. Et il y avait, tu vois, ce qui était chouette, c'est qu'on se rend compte que ils se rendent compte, tous les athlètes, que putain, ils sont à 1 millième, 2 millième, 3 millième d'avoir été champion olympique. Même le dernier, et tu vois, c'est très, très, très proche. Et en même temps, tu sens, ils sont tous hypés parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont participé à une course historique et qu'ils sont au-delà de la déception. Voilà, il y a une vraie fraternité entre eux. Et voilà, alors non, là, il a fait le marsupilami, je sais pas si tu vois rentrer. Lui, il rentre pas sur la piste, il rentre sur scène. Donc il rentre, il fait déjà un 50 mètres en courant, en sautant et tout, parce qu'il a une détente. Je sais pas, regardez un petit peu l'image de Noah Lyles à chaque fois avant qu'il démarre sa compétition. Il saute, il fait un saut arrêté, où il remonte ses genoux au niveau de la Oui. poitrine. Non, mais la hauteur est folle, je crois que c'était un montage. Et en fait, en vrai, en effet, c'est complètement fou. Donc voilà, expérience formidable. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois que donc la course se finit, les remises de médailles pour les athlètes d'athlètes, c'est le lendemain. Et donc là, il n'y a pas de remise de médaille. Il va sonner cette fameuse cloche, ce qui est une nouveauté cette année dans les Jeux Olympiques. Et,
Et donc le stade se vide parce que c'est la dernière course, donc ça se vide très très vite. Et quand on était allé dehors, donc dans la queue, c'est pas une queue, mais dans le flot des gens qui partent, tu voyais tous les portables qui s'allumaient, les gens qui se montraient la photo, mais regarde, parce qu'on s'est pas rendu compte, il n'y a pas de ralenti. Et regarde la photo finish, cette fameuse photo finish où on les voit. Donc souvenir extraordinaire de ça. Et après, alors, le pompon, je vais faire un tour près de la Tour Eiffel. Je prends une photo que je t'envoie où il y avait 4 gars avec des maillots de la Dream Team Ah oui, la photo culte, du, culte côté, des vacances là. du côté de Bir Hakeim. Cette photo, on va vous la repartager là. Où il y a 4 gars qui ont des faux maillots de la Dream Team, mais avec marqué Lettner, Mullin, je crois. Il y avait Mullin et un autre gars qui avait Pipin. Et Pipin écrit P-I-2-P-I-N. Pipin, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Donc je suis refait. Magnifique. Je t'envoie la photo tout de suite. Mais non, mais le mieux, c'est quand même Lettner sans faute, alors que personne sait écrire Lettner. Tout le monde met 2P, 3N. Est-ce qu'il met le E avant le A? Enfin voilà. Et là, Pipin, grosse erreur. Et après, je vais voir la vasque. Alors, je vais aux Tuileries, je vais voir la vasque monter dans le silence avec un peu de vent. Et ça, je t'avoue, il y a un débat là. Apparemment, c'est pas du tout sûr qu'il la laisse. Mais je trouve que c'est péché de ne pas la laisser. Parce que qu'est-ce que c'est beau le soir comme ça. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'était vraiment impressionnant. Et puis, après, je suis retourné pour les paras. Et là, par contre, on a partagé, on n'était pas au même moment, mais on a partagé l'expérience basket fauteuil. Ouais, ouais, carrément. Bah, moi, j'ai eu l'occasion de voir deux compétitions en live durant ces Jeux Olympiques. Il y avait le premier match de basket du tournoi de basket féminin de l'équipe de France. On est allé voir France-Canada à Lille avec mes enfants. Pour tout vous confier, c'était leur cadeau d'anniversaire. Il y en a pour ma fille aînée, bah, c'était match de l'équipe de France féminine. Et mon fils, il voulait voir les Paralympiques. Donc lui, on a été voir un match de basket fauteuil. Euh, on peut parler, ouais, commencer en parlant du basket fauteuil. Moi, j'avais eu la chance, en fait, l'opportunité de voir d'assister à des matchs de championnat d'Europe. Alors, c'était il y a plus de 15 ans et c'était assez marrant parce que c'était dans un tout petit gymnase qui s'appelle Louis Lumière, qui est au niveau de la porte de Montreuil à Paris. En gros, il y avait pas de spectateurs, tu avais simplement les athlètes et puis les staffs et c'est tout, quoi. Et quelques badauds qui étaient venus par là, mais il y avait pour ainsi dire pas de public. Là, moi, ce qui m'a bluffé, je l'avais vu sur tes images, que tu y allais avant moi. Pierre, je crois que tu as été premier jour du tournoi ou quelque chose comme ça, non? C'était... C'est possible, c'était le premier ou deuxième. Oui, c'était le lendemain de la cérémonie d'ouverture, c'était le premier jour du tournoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et j'avais déjà été super surpris et hyper agréablement surpris de voir que la salle était pleine. Donc nous, quand on y allait quelques jours plus tard, on avait vu. Nous, c'était un. Tu sais, il y avait des packs où tu pouvais voir deux matchs. Donc nous, on a vu. C'était en garçon Team USA contre l'Australie et en fille, c'était Allemagne-Japon. Et la salle était pleine, quoi. Et ça, franchement, déjà, c'était. Alors peut-être que j'étais trop pessimiste, mais je m'attendais pas forcément à ce que tu vois les salles soient remplies à ce point-là pour le tournoi paralympique. Et ça, je trouvais ça super. Ah oui, oui, moi aussi, j'étais avec d'autres copains, on s'était dit, on se rejoint dedans, on n'était pas placé au même endroit, on attend le début, on se rejoint. On se rejoint. Si tu étais au milieu d'une rangée, tu n'allais pas pisser, hein, il y avait un monde et des gens qui avaient une envie d'une chose, c'était de faire la fête. Pour un Pays-Bas-Australie totalement improbable, pareil. Bon, et tu voyais les gens, enfin même les athlètes étaient soufflés de ce qui se passait. Et moi, j'ai été effaré en fait du niveau de ce que j'ai vu, quoi. Mais effaré, c'est-à-dire, je pensais pas du tout. Enfin, tu vois, en fait, tu vois tout simplement un match de basket. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. C'est-à-dire que tu vois un meneur qui monte la balle, qui la donne, qui part à l'opposé, tu as une coupe derrière, tu as écran à l'opposé, ça change en défense dès qu'il y a un écran posé sur des pics. Enfin, mais. Puis alors, la dimension athlétique, là, quand toi, tu te dis en fin de. Tu sais, la fameuse phrase en fin d'entraînement, oh, j'avais plus les jambes, je pouvais plus mettre un shoot. Là, tu vois, ça joue à 3 points en fauteuil. Bah, messieurs, mais alors. Mon Ouais, respect le plus infini, quoi. et puis moi, ce qui me met pas toujours à chaque fois, c'est le degré d'impact physique, la dureté du jeu en basket fauteuil. Enfin, à un à un moment, je regardais avec mon fils que j'ai quand même bien engrainé, tu vois. Il m'a dit, mais là, il y en a pas qui flopent comme Rudy Fernandez. Je dis, ah non, il y a personne qui floppe là. Ça, c'est clair que tous les contacts, c'est des vrais contacts.
Et ce qui était chouette, tu vois, c'est que notamment le match Team USA Australie, ça jouait vraiment très bien. C'était très chouette. Donc le public était tout de suite dedans. Et dans le match des filles, c'était donc Allemagne-Japon. Et en fait, le Japon a pris un énorme éclat en début de match. Donc c'était un peu poussif. Et finalement, elles ont fait un run. Elles sont revenues, elles sont remontées au score. Elles sont revenues au score, pardon. Et là, le public a commencé à se manifester, à encourager. Donc la fin de match était vraiment top. Et ouais, c'était chouette. C'était chouette aussi de voir les gens qui s'intéressaient à cette pratique parce que c'est, comme tu as dit, en fait, tu vois un match de basket et en même temps, c'est très différent aussi sur certains aspects, quoi. Les aspects stratégiques, comment ils s'organisent pour essayer de bloquer carrément un mec et l'empêcher de franchir la ligne médiane si c'est un des scoreurs adverses. Il y a vraiment d'autres aspects stratégiques à prendre en compte et c'était cool de voir. L'engouement qu'il y avait, la manière dont les gens se sont prêtés au jeu, tu vois, même à encourager spontanément, même sans l'aide sans que les speakers aient besoin d'haranguer la foule. Moi, j'ai passé un super moment. Ouais. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est la fluidité du jeu, en fait. Je m'attendais à un embouteillage, tu vois, dans la raquette ou avec. Parce que les fauteuils sont, même s'ils sont très profilés, ça reste assez encombrant. Mais pas du tout, c'est d'une fluidité. Et puis, comme tu dis, au niveau des impacts, il faut voir la force, la rapidité avec laquelle parfois ils se relèvent. Quand ils sont tombés, quand le fauteuil est à terre, ils se relèvent et ils repartent. Bravo. Et puis la technicité, c'est comme les hockeyeurs, tu vois, qui manient leur corps comme ça. C'est un balai, en fait, de les voir tourner sur eux-mêmes. C'est vraiment magnifique et j'espère que ça doit être un des sports les plus durs du monde, je pense, avec le water polo. Ça doit être terrible à faire. Et d'ailleurs, on voit tous les grands sportifs qui s'y essayent à la fin sont épuisés. Mais c'est vraiment très, très beau à voir. Puis si vous aimez le basket, les règles, il n'y a pas d'adaptation. Tu vois, il y a plein d'autres sports paralympiques où tu as une adaptation pour essayer de comprendre, etc., de voir. Là, ça rentre dans le vif du sujet, c'est direct. Et tu vois un vrai match de basket avec des vrais scores dans le sens où on monte à 90, 95 points. Donc, bravo, c'était une vraie belle émotion. Ouais, carrément. Et juste pour toucher deux mots du match que j'ai vu à Lille, le match donc France-Canada qui était gagné brillamment par l'équipe de France. Je pensais à ça parce que tu as dû voir passer, Pierre Armand, les copains de First Team ont reçu Evan Fournier la semaine dernière là, dans un entretien. Encore une fois que je vous encourage à aller écouter parce que moi je me suis régalé vraiment en regardant cette interview. Et à un moment, il comparait l'ambiance en fait dans la salle au stade Pierre-Mauroy des Jeux Olympiques par rapport à l'Euro 2015 qui s'y était joué aussi. Et moi, je partage son avis. En 2015, il y avait vraiment beaucoup plus d'ambiance en fait parce que, alors pour plusieurs raisons, Evan Fournier avançait le fait que déjà, pour un championnat d'Europe, il n'y a que des fans de basket. Alors que pour les Jeux Olympiques, forcément, il y a aussi des gens qui viennent voir le basket comme ils auraient pu aller voir autre chose ou qui, ça les intéresse, mais ils connaissent pas forcément toutes les subtilités un petit peu du jeu. Il y a aussi le fait qu'il y avait Là, c'était un France-Canada, mais donc toute la cause n'était pas forcément acquise aux Français. Il y a aussi des supporters étrangers qui ont eu des places pour ces matchs-là, mais qui n'étaient pas forcément ni français ni canadiens. Et l'autre élément, c'est qu'il y avait, en 2015, il y avait toute une tribune de plus, finalement, parce qu'en fait, là, aux Jeux Olympiques, il y avait une tribune qui était réservée aux athlètes, aux délégations et à la tribune de presse, alors qu'en 2015, il y avait littéralement une tribune de plus, en fait. Et c'était vraiment, 2015, la Marseillaise, moi, j'avais eu la chance d'y aller avec mes collègues Julien et Guillaume, on y était allés pour la demi-finale face à l'Espagne. C'est une des plus grosses ambiances que j'ai connues pour un match de basket. C'était vraiment très très chaud. Là, c'est vrai que c'était sympa, mais il y avait de l'ambiance, c'était cool, mais t'avais pas la même ferveur, quoi. Et puis, la grosse différence aussi, d'ailleurs, on va pouvoir en parler un petit peu, Pierre Armand, ensemble, là, c'était que parce que ça a pas mal fait le buzz, là, la fameuse playlist, finalement, qui était imposée dans toutes les salles où tu avais les mêmes chansons au même moment de chaque match. Il n'y avait pas la même spontanéité que dans un match de championnat d'Europe ou un match de club où finalement le mec qui est au contrôle de ça, c'est plus en fonction de l'ambiance, en fonction du scénario du match, etc. Il y a un côté un peu plus organique, je pense, qui fait que c'est des ambiances peut-être plus chaudes, même si, voilà. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'être à Bercy pour les phases finales, mais là, l'ambiance avait l'air d'être complètement dingue, manifestement. Mais ouais, je suis curieux de voir, toi ce que t'en pensais de tout ça, là. Alors moi je vais être très honnête, je m'en suis pas super rendu compte. Hmm.
Pourquoi? Parce que le, le match, notamment les matchs de poule à Lille de l'équipe de France et les matchs Team USA, je les ai trouvés assez feutrés parce que, bon, bah, comme tu dis, les gens ils vont voir les jeux et puis par chance, bah, c'est ce bonjour, c'est le bon horaire et ils voient des choses bien. Donc il y avait plus de wow, tu vois, Ouais. comme ils ont, voilà, comme les gens qui connaissent pas forcément l'habitude de faire. L'équipe de France, après, moi j'ai entendu ce qu'a dit Evan, mais c'est vrai que il reconnaît aussi que c'était pas super enthousiasmant ce qui s'est passé les trois premiers Ah bah matchs. oui. Le match contre l'Allemagne, on est éteint au bout de 5 minutes. Contre le Brésil, c'est un début, on sait pas, machin. Bon, il y a que parce que quand même la fin du match contre le Japon, elle est assez étonnante. Mais par contre, oui. Alors là où je suis d'accord avec toi, c'est que la différence quand le match commence contre le Canada à Bercy, euh, tu sens, mais ça rugit quoi. À la télévision, il y a un bordel quand Evan met son tir, sa prière Ouais. là, qui balance à 10 mètres. Enfin bon, c'était incroyable. Mais c'est passionnant. Allez écouter Evan qui raconte surtout le moment où il bascule de Lille à Paris et le moment où il s'échauffe, qu'il n'y a personne dans la salle et que d'un coup ils reviennent et là c'est blindé et que bah, ils prennent un shoot d'adrénaline complètement fou et il disait limite c'était peut-être mieux pendant les journées il y ait personne et que soudainement ils se rendent compte que c'était la folie et le public les a portés. Alors pas la finale par contre j'ai trouvé l'ambiance, bon Vincent Collet l'a dit, hein, en finale très particulière. Je pense que c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui étaient là sans savoir ou de manière sans vouloir prendre part. Bon. C'était assez curieux l'ambiance en finale. Je l'ai trouvé un petit peu plus hésitante, on va dire. Ouais, et puis, enfin, les gens qui étaient là pour la finale, s'il y avait ceux qui avaient acheté leur place, euh, vous avez dû dépenser quand même un demi-bras pour pouvoir être là. Donc parfois, ça joue aussi un petit peu sur le type d'ambiance qu'on peut trouver dans les stades Exactement. ou dans les enceintes, quoi. Exactement. Mais bon, ils ont été témoins un peu de l'histoire. Et c'est une question que je voulais te poser. Donc, ce tournoi olympique et paralympique basket, comment tu l'as vécu? Parce on a perdu 3 finales. Est-ce qu'il y en a que tu as mieux avalé d'autres? Comment t'as vécu ça? Bonne question. Alors, la finale du tournoi 3-3, bah, c'est dur, hein, c'est tellement dur avec cette règle enfin, une fois que tu es en prolongation, il suffit qu'il y ait 2 points d'écart pour que l'équipe qui s'impose gagne. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était ça la règle. Donc ils ont pris Il un faut tir pas à 3 mettre points. non, il faut pas mettre un 2 points. En fait, c'est ça. Il faut pas mettre un tir à 2 points. Même si tu gagnes d'un point d'écart, je crois qu'il faut pas mettre un tir à 2 points. Et c'est parce qu'ils. Alors tu vois, je dis Je des crois, bêtises. Parce que il me semble, hein, il me semble que c'est le ok, premier tir à 2 points remporte la timbale. ok, de tir à 2 points, donc au-delà de la ligne, on est d'accord, hein, c'est ça, hein, ce que Oui, tu veux oui, dire par c'est-à-dire tir. Oui, c'est ça. quand je dis deux 2 points dans points, les règles c'est 3-3. 2 points dans la règle Ouais, 3-3. C'est-à-dire tir à 3 points dans la règle normale. ok. Ouais, donc voilà, donc c'est forcément dur. Après, le parcours de l'équipe de France 3-3 était top. Pour les garçons, c'est un peu différent parce qu'en fait, ils étaient tellement mal embarqués en première semaine. Enfin, c'est fou, même Evan, il en parlait, quoi. T'as l'impression que c'était 2 équipes différentes entre la première semaine à Lille et les phases finales. Euh, donc, quelque part, j'ai l'impression que la deuxième semaine, tout était du bonus, en fait. Tu disais, bon, bah, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, au final, j'y ai cru quand même. J'ai cru qu'ils voilà, jusqu'à la fin, quasiment, enfin, je sais plus, je me rappelle plus exactement du scénario, mais j'ai longtemps cru comme qu'il y avait une opportunité pour eux peut-être de prendre ce match, parce que je pense que cette équipe de Team USA, malgré tout, elle était prenable. Je pense que l'équipe qui doit s'en vouloir le plus, c'est la Serbie, hein. Franchement, C'est le clair. Serbie Team USA, c'est un crève-cœur pour les fans de basket européen. Vraiment, il y avait une opportunité énorme. Là, Team USA, bah voilà, t'as Stephen Curry qui te sort un finish à Stephen Curry, tu peux pas y faire grand chose. Et au bout du compte, la finale sur laquelle il y a le plus de regrets, c'est celle sur laquelle j'aurais pas parié, non pas à cause de la qualité de l'équipe de France, mais parce que je pensais que Team USA, l'équipe féminine, était intouchable. Vraiment, j'imaginais pas de scénario dans lequel elle puisse perdre le moindre match du tournoi. Et franchement, la finale des filles, je pense que c'est limite celle qui doit nourrir le plus de regrets, parce que quand tu regardes le nombre de petits faits de jeu ou de no-call, de contestation d'un coup
Le moment où Jean-Aimé Toupane demande à ce qu'on revoie une image. Parce que les arbitres regardent la vidéo, c'est refusé, tout ça, j'ai toujours pas compris ni pourquoi ni comment. L'équipe de France, elle a failli réaliser ce qu'aurait été le plus grand exploit du basket français tout court, en fait. Si cette équipe de France avait remporté la finale olympique face à Team USA en femmes, je pense que c'était le plus grand exploit de l'histoire du basket français. Ouais, je suis d'accord. 100%. 100%. Le 3-3, espèce de dagger, mais c'est le jeu. Ouais. Donc voilà, et puis on peut toujours se dire, bon, de toute façon, c'était une surprise qu'on y soit. Voilà, même si tu as un peu les boules. Les hommes, je sais pas, j'ai un sentiment partagé. J'ai le sentiment qu'on était à la fois, enfin, on était à ça et à ça, tu vois, en permanence. C'est-à-dire, dès qu'on revenait, que les autres, t'avais l'impression qu'ils disaient, bon, on accélère un coup, on voit et tout. Après, je me rappellerai tout le temps cette putain de minute 40 où l'autre prend feu et je regardais le match avec mon père qui ouvrait des yeux à chaque fois en disant mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Et moi j'étais comme ça. Je regardais. Alors, je remercie nos copains de dire basketball. Je mets ce t-shirt parce qu'il faut savoir reconnaître la grandeur du plus grand shooter de tous les temps. Et mon père me dit mais ça te fait rien de voir ce truc-là? Je dis mais attends, c'est toutes les semaines comme ça, tu te rends pas compte. Ça, on en a vu 100 fois des comme ça, tu vois. Et en fait, c'était juste fou. Et je crois que vous en avez parlé dans le CQFR, de voir ce joueur qui, en plus, bon, bah, est sympa. Alors, c'est sûr qu'on n'avait pas envie de voir ça, le Night Knights devant nous, on n'avait pas envie. Mais on voit la salle quand même qui se manifeste, tu vois, à la limite, qui explose sur le quatrième parce qu'elle se rend compte qu'elle vit un truc assez particulier, il faut le reconnaître. Enfin, quand tu es fan de basket, tu reconnais la grandeur des trucs et tu t'inclines et voilà, et puis c'est tout. Bon, c'est comme ça. Et cette image où il prend le dernier shoot avec une prise à 2 voire à 3, et en fait, donc vous l'avez dit, il est là, et là, tu as LeBron et KD, et il n'y a qu'un joueur au monde qui peut les laisser comme ça, et les mecs demandent même pas la balle. Si tu vois l'image, c'est pas genre, on est tout seul. Non, vas-y, mec, c'est pas grave, on est tout seul. De toute façon, ça changera rien. On sait que tu vas le mettre. Et voilà, c'était extraordinaire. En plus, que ce soit lui, c'est un mec, ça aurait été Joel Embiid, je crois qu'il y aurait de fortes chances qu'on soit allé chez Darty après avec la télé cassée en quatre, tu vois. Mais là, bon, il n'y a rien à faire. Par contre, les films, je l'ai là. Ça, par contre, je ne l'ai pas digéré. Je l'ai pas digéré parce que tu passes à côté du plus grand exploit. Même les Américaines, franchement, elles n'ont pas fanfaronné. C'est clair. Elles ont vu tout de suite qu'elles sont passées à ça et qu'elles méritaient même pas de le gagner, ce match-là. Et c'est vraiment, ça, c'est vraiment un dommage parce qu'on le regrettera tout le temps. Celui-là, on le regrettera tout le temps. Autant on sent que les hommes, on se dit, putain, on va les taper. On les a déjà tapés. Donc, on peut se dire, la prochaine fois, encore, on a des chances de le faire. Et là, c'est tellement improbable, tu l'as dit. C'était impossible. Jamais, je t'aurais dit, ça va se jouer à ça d'un tir de Gary Williams. Tu m'aurais dit, mais tu rêves. Tu rêves. Ouais, c'est ça, ça se joue à ça se joue à une faute quand même manifeste non sifflée sur Marine Johannes. Je comprends toujours pas comment cette faute a pas pu être prise. Là, tu sais, quand elle part au lay-up toute seule, elle se prend un coup de coude dans la tête, tu comprends pas. Bon, après, on peut pas refaire le match, des choses comme ça, il y en a tout le temps, mais effectivement, tu dis, elles sont passées tellement près, et en même temps, elles ont vraiment été enthousiasmantes, parce qu'au final, tu vois, pour l'équipe de France, pour les garçons, pardon, ce qui est beau quand même, c'est d'avoir fini sur cette finale en jouant vraiment fort et bien, et en étant dans la lignée de la deuxième semaine. Et tu vois qu'il n'y ait pas une espèce de côté où ça retombe. Finalement, tu as enchaîné 2 matchs de très haut niveau, et puis tu te fais démonter par Team USA en finale. Il y aurait toujours eu cet astérisque de « ouais, mais en fait, ils ne méritaient pas d'être là ». C'est une carte d'ailleurs qu'ont avancé à la fois la Serbie et l'Allemagne, je trouve avec quand même peu de classe, parce qu'en fait, non, je suis désolé, l'équipe, je veux bien que l'Allemagne dise que l'équipe la plus forte qu'elle ait jouée c'était la Serbie et que c'était pas l'équipe de France, c'est une chose. Après voilà, t'as perdu, c'est le tournoi olympique, c'est comme ça. Moi j'ai pas trop aimé cette sortie. Par contre, j'ai une question que je voulais te reposer, Pierre, parce que ça a vraiment beaucoup fait le buzz aussi avant les Jeux Olympiques. La comparaison ou même l'appellation Dream Team pour cette équipe de Team USA. Moi, quand même, le match contre la Serbie et même dans une certaine mesure la finale, ça confirme, mais c'est pas jeter, c'est pas être insultant envers cette magnifique équipe de Team USA qui est historique par la valeur des joueurs qui la composent, mais
moi, ça me conforte dans l'idée que Dream Team, c'est un terme qui ne peut être appliqué qu'à une seule équipe et que ça sera jamais réplicable, tout simplement. Oui, 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 mais après, bon, c'est le débat qu'on avait eu quand on avait fait notre spécial Team USA. C'est deux, déjà, c'est deux époques tellement différentes avec deux tournois différents. C'est surtout une concurrence qui est tellement différente. Enfin, je pense que Evan Fournier, tu lui aurais offert un appareil photo jetable en disant tiens, c'est pour prendre des photos des joueurs de Team USA. Je crois qu'il l'aurait mis dans la gorge de Bam Adebayo en lui disant étouffe-toi avec. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'appareil photo. Donc, il y a, il y a, il y a plus aucune crainte de cette équipe, ça se voit. Il y a du respect, bien sûr. Mais moi, ce qui m'a, en plus, enfin, c'est de voir que LeBron il est MVP du tournoi, quoi. Enfin, c'est fou. Je dis pas que c'est pas mérité, au contraire, après, le mec, il a mis sur une image de lui, on dirait qu'il va conquérir le monde avec son drapeau sous la pluie sur son bateau quoi, le 26 juillet. Tu sentais que le gars, il était là pour kiffer, mais après, voilà, moi, j'ai senti une équipe, par contre, concernée, cette équipe de Team USA, joyeuse, qui était contente d'être là. Tu vois, tous les soirs, il y avait la photo au pied de Bercy. J'ai trouvé que ce rituel était plutôt sympa. On sentait une osmose, on sentait une envie d'aller au bout. On sentait une vraie joie de jouer ensemble. Ça, par contre, c'était clair. Voilà. Après, bon, elle nous a pas fait rêver, c'est sûr. Mais bon, il y en a qu'une qui nous a vraiment fait rêver, puisque même la 94, 96, ça nous a fait rêver rien du tout. On avait déjà envie de les taper, mais il y en a qu'une qui nous fait rêver parce qu'il y a ce romantisme par-dessus. Mais moi, je l'ai bien aimé cette équipe. Je l'ai trouvé sympa. Je l'ai pas trouvé arrogante, tu vois. J'avais peur de ça. J'avais peur d'une équipe arrogante. J'avais peur d'un Devin Booker arrogant. Je les ai trouvés tous dans leur rôle. Vraiment, vachement bien. Bon, après, chaque match, ils rencontraient des gars qui voient tous les 2 jours. Hein, donc, ils ont peut-être un autre respect. Mais j'ai regretté de ne pas avoir, qu'il n'y ait pas eu la Slovénie, par exemple. Voilà, ça, c'était un regret quand même dans ce Mm. tournoi, qu'il n'y ait pas eu qu'il n'y ait pas eu Luka. Voilà. Mais voilà, j'ai vraiment, 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 vraiment beaucoup aimé. Une grande fierté pour le basket, tu vois, et pour la fédération qui doit être très, très fière de ce qui s'est passé pendant 15 jours, en se disant la première semaine, tu en es mort. C'est clair. L'élimination des filles au 3-3, les gars, on n'est pas sûr. C'était pas évident, hein, pas évident, mais bon, voilà, tout est bien qui finit bien. À voir la suite. Evan, ça l'a excité pour la suite, tu vois. N'empêche qu'il y a ça aussi qu'il faut voir. On sent un Evan Fournier qui, ces ambiances-là, bah, il a envie de les retrouver. Ça lui a redonné l'envie de jouer. Du coup, bah, il va jouer en Grèce. Alors, c'est peut-être pas ça qu'il a décidé, mais peut-être que ça l'a poussé à le faire. Il a envie de voir la suite. Il a envie de voir ce que ça va être un nouvel entraîneur. Voilà, bravo à Vincent Collet quand même d'avoir su redresser une barre qui était vraiment, vraiment mal engagée. Mais quel souvenir ce tournoi olympique. Je pense que ça nous a tous fait ces jeux pendant 15 jours le plus grand bien dans une période où on était vraiment dans le dur. Et moi, je sais que ça m'a hypé et que je suis encore dans l'euphorie de ces 15 jours, quoi. Pas de ces 15 jours, de ces 3 semaines. Ouais, ouais, non, bah, c'était vraiment le kiff. Effectivement, tu parlais de la Grèce. Moi, j'ai eu la chance, je suis parti en vacances en Grèce et il y a une chose quand même dont je voulais vous parler. C'est un peu ma marotte. Moi qui déteste les city-stades, voilà, suis prêt à monter une pétition s'il le faut pour l'abolition de cette monstruosité qui est aussi impraticable que dangereuse. Et donc, j'étais en Grèce et j'ai halluciné sur la qualité des infrastructures extérieures en Grèce. Il y a des terrains partout. Les paniers, c'est plexi. Il n'y a pas une ligne de match. Enfin, t'as des terrains de foot et t'as des terrains de basket. Mais le terrain de basket, c'est un terrain de basket. Et en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Pourquoi, avec l'Angleterre, j'ai l'impression qu'on est les deux pays d'Europe avec les terrains de basket les plus éclatés au monde. On mérite pas ça, quoi. Il faut qu'on se fasse entendre auprès de nos mairies et de nos infrastructures, là, qu'ils arrêtent de construire et de commander ces terrains qui sont complètement, qui n'ont aucun sens. Et donc j'étais hyper jaloux voilà, de ce que les Grecs ont à proposer en la matière. Tu te dis, bah, c'est pas la même culture, quoi. C'est pas la même culture, mais ça t'as bien raison. D'ailleurs, un jour, je t'offrirai un drone lanceur de roquettes pour que tu puisses aller démolir tous les stades en toute discrétion de France. Et crois-moi qu'à Marseille, il y en a un paquet
où les terrains de basket sont, enfin, les arceaux sont immaculés, ou alors ils servent de barre transversale pour les cages de foot. Bon, bref, ça sert pas à grand chose. Tu sais que j'aime bien te poser, Théo, toujours une question dans laquelle tu ne t'attends pas et un choix un petit peu, toujours un QCM que tu détestes, où tu vas me dire encore, waouh, espèce d'enfoiré. Mais voilà, on parlait de la difficulté d'avoir et de la chance d'avoir eu des billets pour aller voir un événement aussi extraordinaire que les Jeux Olympiques. Je sais que Shai est allé voir le Canada, je crois, France-Canada, je crois qu'il était à Ouais. France-Canada. Si aujourd'hui je te donne un ticket gratuit pour les matchs qui suivent, lequel vas-tu voir? Les 100 points de Wilt, pour être sûr que ça s'est vraiment passé. Pour les recompter avec avec mon boulier, tu sais. Voilà. Le dernier match de Kobe. Le 3 points de Ray Allen contre San Antonio. Le match de Steph contre OKC avec le fameux shoot le game winner. Le dernier match de Jordan en 98 contre Utah. Le bloc de LeBron, Game 7 des finales 2016. Les 81 points de Kobe. Les 13 points en 33 secondes de T-Mac. Le buzzer beater de Kawhi qui rebondit, qui rentre. Ou un autre truc. C'est une bonne question, hein, parce qu'il y a... En fait, ce qui est dur, c'est que je vois mon attachement, tu sais, émotionnel à certains des matchs que tu as mentionnés, là, où certains, je me dis non, mais c'était... Ça m'a tellement mis la tête sous l'eau que je peux pas vouloir avoir été dans la salle. En sachant que tu sais ce qui va se passer. Hein. Bah, du coup, c'est hyper cliché, tu vois, mais moi, je vais dire quand même le dernier match de Jordan avec l'interception et le shoot sur Brian Russell. C'est quand même ça que je vais dire. J'ai hésité un petit peu avec le shoot, même si c'est pas le plus important des matchs que tu as cités. Le match des Warriors qui se termine par le shoot totalement dingue de Stephen Curry, là, parce que là, c'est quand même estomacant. Et le dernier, je pense, tu vois, si j'avais dû faire un top 3, il y avait la performance de T-Mac, parce que c'est un joueur que j'ai adoré, donc... J'aurais adoré voir ça. Après, tu vois, le shoot de Kawhi, j'étais tellement dégoûté parce que vraiment, j'adorais cette équipe de Philly que ça, c'est trop dur. Ouais, je me rappelle déjà plus de tous les matchs que tu m'as donnés, mais certains autres sont des moments encore un peu durs à encaisser pour moi. Ouais, le dernier match de Kobe peut-être, parce que le problème c'est que dans tous ces matchs-là, alors par exemple le match de T-Mac, t'as quand même 47 minutes et demie dégueulasse à regarder. Hein. C'est ça. Donc, vraiment, tu peux à la limite, tu te dis le match il est à 20h, je vais y aller à 22h30, tranquille, et je prendrai ma place à ce moment-là. Ouais, peut-être je pense quand même le Game 7 des finales, le compte de Warriors, LeBron, parce ouais. que rien que pour être dans la salle et pour entendre si ça fait plaque ou pas, ou le voir arriver, quoi. Tu sais que ça va arriver et j'aurai donc l'œil sur lui pour voir le sprint, tu vois. Ça m'aurait bien plu. Les 80 points de Kobe, ça m'aurait. Quand tu regardes le match, c'est un non-match avec une équipe des Raptors complètement claquée. Mais oui, peut-être le dernier match de Jordan, bien sûr. Même si nous, on serait ultra hypés et on aurait envie de sauter dans tous les sens, alors que c'est à Utah et les fans du Jazz 97-98 sont un peu hardcore quand même. C'est pas les fans d'Indiana, mais c'était pas les plus friendly de mémoire. Donc tu sais pas trop sur quel pied danser. Mais voilà, oui, en tout cas. Voilà. Et deuxième question, avant qu'on passe à nos rubriques. Je te fais une team, on a tous les deux notre poster de New York là, une team de joueurs spécial New York, de joueurs très connus, born and raised, avec Stephen Marbury, Melo, Dr. J, Lamar Odom et Karim Abdul-Jabbar. D'accord. Ouais. Contre une équipe du New Jersey, donc New York versus New York, avec Kyrie, Jalen Brunson, Bam Adebayo, Dennis Rodman et Shaq. Série en 7 matchs. Wow, c'est dur. Série en 7 matchs, tu me mets qui là-dessus? Ah, je savais pas que Bam Adebayo était de New Jersey, tu vois. C'est... Wow. Attends. Ah, c'est dur. Parce qu'au début, quand t'as fini par Karim, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, ça va être cette équipe-là. Et puis, non, j'avais. Enfin, bien sûr, je sais que Shaq est du New Jersey, mais j'avais zappé. Attends, donc là, c'est Kyrie Brunson. C'est qui ton. Kyrie du côté de... Brunson, Ouais. Bam, Rodman et Shaq. Ok, et l'autre équipe, donc, redis-moi s'il te plaît, Marbury. Marbury, Melo, Dr. J, Lamar Odom et Karim.
Putain, je serais tenté de dire l'équipe de New York quand même, parce que je trouve qu'il y a un peu plus de polyvalence. Et en même temps, j'ai peur qu'ils se tapent dessus pour Voilà, savoir qui va shooter. je suis d'accord. Ouais, qui Dans va l'équipe shooter, du New quoi. Jersey, tu as quand même deux joueurs qui pourraient dire on s'en bat la noix de toucher le ballon, c'est Rodman Adebayo. C'est Euh, ça, mais c'est aussi deux joueurs sur qui tu peux moins défendre. En même temps, il y a Marbury en face qui défend. Kyrie peut dire Ouais, je mène le. Enfin, ou John Bronson, bon, il serait limité si tu lui dis tu shootes pas, mais voilà, Kyrie, lui, peut faire plus de la création. Après, voilà, je pense que Marbury, Melo, Dr. J et Karim, il n'y a pas moyen qu'ils touchent pas. Enfin, tu vois, je pense que ça se marcherait un peu dessus. ouais. Mais c'est une belle question, ça. Je voterais quand même potentiellement pour New York. Oh, mais tu sais, le duel Karim-Shaq, c'est vraiment le genre de choses que j'adorerais pouvoir Euh, voir parce que je pense qu'il n'y en a aucun qui est capable de défendre sur l'autre. En fait, leurs qualités, elles sont tellement différentes l'un à l'autre. C'est. Ah, super question, Pierre. Très très bonne question, ça. Bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, hein, parce que là, franchement, c'est le genre de truc, c'est comme une dissertation de philo, il faut s'y poser 3 heures, faire un plan, etc., pour avancer ses arguments, quoi. je sens qu'on n'a pas dit où ça se jouerait. Ça se joue au Rocker ou ça se joue au Mm. Garden, quoi. Donc, à voir. Ça va- Bah, on va peut-être passer à nos rubriques, Théo. Ouais, avec plaisir. Avec Alors, plaisir. on va pour commencer, vous le savez, traditionnellement, on a un coup de cœur dans Culture chaque semaine. Quel a été ton coup de cœur, toi? Alors, peut-être que tu en as plusieurs du coup, parce qu'on ne s'est pas eu depuis un mois. Tu as peut-être plusieurs choses dont tu souhaiterais nous parler. Ouais, alors en fait, mon coup de cœur, c'est pour un auteur, plus que un auteur de BD, qui s'appelle Tom King, euh, dont en fait, je t'avais parlé, j'avais parlé l'an dernier, Pierre, tu t'en rappelles oui, je pense que tu t'en rappelles, j'avais présenté dans un coup de cœur justement une BD qui s'appelle Gotham City année 1, que j'ai adoré, une espèce de Batman, mais vraiment en forme de polar noir Super bien. à l'ancienne, voilà. Et en fait, l'auteur, c'est Tom King. Et j'ai pris d'autres. J'ai la chance d'avoir une bibliothèque dans laquelle il y a un mec qui est super, en fait, qui s'occupe de la partie BD comics, qui s'y connaît super bien. Et en fait, je lui demandais des conseils, donc il me dit ah, tu devrais essayer ça, tu devrais essayer ça. Puis j'en lis plusieurs, et comme un imbécile, en fait, je fais pas gaffe du tout au nom de l'auteur, quoi. Et je lui dis, ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Il me dit, ah bah, c'est que t'aimes bien Tom King, en fait. Et en fait, je commence à faire le lien et me rendre compte que c'est le même auteur, le même ouais, auteur de BD, donc qui a écrit notamment donc, le Gotham City année 1, là, que je recommande, qui est incroyable. Il a aussi d'autres trucs plus comics, notamment Human Target, que j'ai trouvé super. C'est une espèce d'enquête aussi. Il y a des super-héros, mais c'est vraiment une enquête. Un autre plus en mode vraiment BD là qui s'appelle Omega Men sur une espèce d'univers parallèle que j'ai trouvé passionnant, et la plus grosse gifle que j'ai prise, et je t'en avais parlé Pierre, c'est une BD qui s'appelle Sheriff of Babylon, qui pour le coup c'est pas du tout une histoire c'est pas du tout un comics, c'est basé sur ce qui s'est passé en Irak après la chute de Saddam Hussein, et moi j'ai pris une gifle monstrueuse en fait. C'est plein de, comment dire, c'est une enquête à nouveau, c'est une enquête de détective, on cherche à élucider quelque chose, et en même temps, bah, c'est en plein dans une actualité qui est pas si éloignée, avec des jeux de pouvoir à différents niveaux. C'est extrêmement bien renseigné parce que j'ai regardé un petit peu, et il se trouve que le Tom King en question avant d'être auteur de BD, il a bossé pour la CIA, donc ça, c'est sa reconversion, quoi, auteur de bande dessinée. Et j'ai trouvé la bande dessinée incroyable. Cette BD, elle est incroyable. Et vraiment, je vous invite, Tom King, vous pouvez regarder. Il a fait pas mal de choses différentes. Et à chaque fois, il y a toujours ce côté un petit peu enquête, quel que soit dans toutes celles que j'ai lues de lui. Et bah, j'ai trouvé un auteur, un grand auteur, tout simplement. Et donc, tu parlais d'imbécilité tout à l'heure que je partage largement avec toi, car je viens de me rendre compte que c'était Tom King. Merci beaucoup, puisque j'ai adoré celui que tu m'avais donné sur Batman, et que je suis allé me précipiter sur ce Sheriff of Babylon, et que moi, c'est pas une Jeep que j'ai pris, c'est un train complet, c'est-à-dire, c'est incroyable. J'étais tremblant de le terminer parce que j'avais pas envie de, même si c'est lourd, hein, C'est lourd, hein, ouais. c'est ultra violent, mais c'est très réaliste. Si vous avez aimé les films comme Zero Dark Thirty ou des trucs comme ça, bah là c'est très cinématographique. On a l'impression d'être dans un film justement. Et c'est sans concession par contre sur la violence de cette période en Irak, sur ce type qui forme des policiers des Américains, la haine de l'Américain, en même temps la fascination, les
l'horreur absolue de certains soldats, l'horreur absolue du terrorisme en mur. Enfin bon, voilà, c'est très dense. Par contre, alors prenez le temps de le lire, accrochez-vous parce que, bon, et puis le dessin est extraordinaire. C'est-à-dire, Ouais. quand tu ouvres la première page, ça sent la poussière. Alors, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le grain est jaunâtre. T'as l'impression qu'une fois que tu as lu ça, tu as du sable plein les bras et plein les cheveux. C'est très étonnant. Ouais, je suis bien Tu, d'accord avec toi. Ouais, pareil, je partage ce que tu dis sur le dessin. En fait, t'as raison de le préciser, c'est assez lourd, c'est assez dur quand même à lire. Il y a une violence qui est. Voilà, c'est une violence, c'est pas une violence de comics, quoi. C'est une violence qui fait mal, quoi, qu'on ressent. Et en même temps, il y a quelques pages, quelques passages, je vous les décris pas pour pas vous gâcher le plaisir si vous lisez, mais d'une grande humanité, en fait, et qui m'ont énormément touché. Et c'est vrai que, tu vois, je crois on en avait parlé, mais un film, moi, que j'adore, c'est La Ligne Rouge, film sur la guerre, donc qui est très dur, et en même temps, il y a des moments qui sont sublimes d'humanité simple, en fait. Et j'ai retrouvé ça aussi dans ce livre Sheriff of Babylon, voilà, que je vous encourage à aller découvrir. Et où pour une fois, quand on parle de la guerre en Irak et de ce milieu très masculin, il y a la place faite aux femmes dans ce livre Mm. est étonnante. Et même si c'est de la fiction, je pense que beaucoup de choses sont parfaitement documentées. On y apprend plein de choses. Et c'est aussi glaçant que plein d'espoir sur certains comportements. En effet, tu as raison. Moi, je reste tu as fini avec Oui, ton coup de cœur, voilà. Moi, je reste. Alors, j'en ai trois, moi. Un à regarder, un à écouter, un à lire. Lire, on va rester dans la thématique Jeux Olympiques avec la super biographie d'Alain Foy qui est sortie directement en folio sur Jesse Owens. Alors, le principe des jeux, vous le connaissez, il n'y a pas de politique, etc. Seulement là, on se retrouve dans un contexte très particulier avec les Jeux de Berlin. Pas de politique peut-être, mais comment devenir un symbole politique, en tout cas pour Jesse Owens, qui se retrouve au milieu de ce pays qui veut asseoir sa puissance et son idéologie à travers les Jeux Olympiques. Donc, on a toute l'histoire de cet athlète qui, petit-fils d'esclave, né au début du siècle dernier dans l'Alabama, l'endroit le plus l'enfer sur terre, je pense, c'est à cette époque-là quand on est noir et pauvre. Donc on apprend plein de choses sur la manière sur les États-Unis de cette époque-là. Et puis également, il y a plein de choses très intéressantes, notamment sur tout le processus d'inscription aux Jeux Olympiques, parce qu'il y a eu tout un débat aux États-Unis à l'époque. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'en y allant, on légitime pas le pouvoir nazi qui veut que tout le monde soit là, mais est-ce que si on n'y va pas, on leur dit pas vous avez gagné et nous on vient pas en tant que Noirs américains, surtout que les Noirs américains à l'époque, ils avaient leur propre oppresseur et tout ça, et ils avaient un petit peu envie aussi, entre guillemets, d'un moment de gloire, ce qu'a eu Jesse Owens, bien sûr. Il y a tout ce qui concerne aussi la concurrence avec ses compatriotes, etc. C'est c'est passionnant. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'après Jeux Olympiques, parce que c'est pas que cette période-là. Il avait eu un rôle un petit peu effacé, pas assez marqué pour certains sur la lutte des droits civiques, notamment dans les années 60. Voilà, il y a difficile position, difficile engagement, qui est encore valable aujourd'hui avec les athlètes. Là, je pense que c'était pour beaucoup shut up and run, tu vois. Sauf que les dirigeants des droits civiques voyaient lui comme Mohamed Ali, un personnage, un vecteur pour faire passer un message. Voilà. Et Mohamed Ali, lui, se considérait en tant que noir quand il avait fait sa fameuse diatribe sur la guerre du Vietnam. Pourquoi moi, un noir, j'irais tuer des gens qui m'ont rien fait? J'ai assez à faire ici. Et lui disait qu'avant d'être noir, il était déjà américain. Donc il y a toute cette ambiguïté qui n'en est pas forcément une et qui ne met pas en cause un attachement à sa cause, mais sur ce personnage qui était voilà, qui s'est retrouvé à un moment plus grand que sa cause aux États-Unis, mais qui s'est retrouvé un phénomène et un symbole mondial finalement, et que je pense que c'est encore aujourd'hui un des athlètes les plus connus de l'histoire des Jeux Olympiques au niveau mondial. Je pense que tout le monde sait qui est Jesse Owens. Donc voilà, c'est assez passionnant à regarder. On parlait des jeux, je vous conseille, si vous l'avez pas vu, ça c'est les deux derniers épisodes, c'était avant-hier, je crois, le fantastique documentaire des frères Naudet
Les frères Naudet s'étaient fait connaître par le documentaire qu'ils avaient fait sur le 11 septembre, qu'ils avaient capturé en direct l'horreur du 11 septembre, puisqu'ils faisaient un reportage, c'est des pompiers de New York. Et ils se retrouvent, c'est eux qui filment le premier avion et qui se retrouvent dans la tour d'à côté quand elle s'effondre. Enfin bref. Et là, ils ont fait un reportage sur les Jeux Olympiques où leur génie est de faire là, c'est les 2 derniers. Il y avait eu 2 épisodes sur la préparation des Jeux, sur l'arrivée de la flamme en France, l'intervention des volontaires et tout. Et là, c'est sur les 15 jours, enfin les 3 semaines. Et le génie, c'est d'avoir mêlé les 2 compétitions, olympiques et paralympiques, comme si elles n'avaient fait qu'une. Donc, tu as une image de Léo Marchand en train de nager avec des angles complètement fous et en même temps les images des nageurs paralympiques. Donc ça ne faisait qu'un, il n'y avait que des athlètes et surtout, il y a des insights complètement fous, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'autorisation, le documentaire est fait avec le CIO, avec la participation du CIO, et ils sont, mais c'est même pas au plus près, c'est-à-dire le documentaire commence avec Tony Estanguet qui appelle Teddy Riner au matin de la cérémonie d'ouverture et Marie-Jo Pérec pour leur annoncer qu'ils sont les derniers relais. Donc c'est ce niveau d'insight, tu vois. Ils sont à côté de Thomas Joly, le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture, quand on lui annonce qu'il va pleuvoir. Ou lui se met à pleurer. Enfin, voilà. Et en fait, la cérémonie d'ouverture est le fil rouge et le documentaire se termine avec la vase qui monte. Donc c'est très émouvant, c'est merveilleusement bien fait. C'est pas une série d'exploits, on voit on voit les athlètes, mais au plus proche, avec leur famille, avec leur peur, etc. Donc c'est à voir. Et au niveau musique, alors je voulais vous parler d'un groupe qui est le renouveau un petit peu de la scène groove underground britannique, qui s'appelle Cousin Kula. Alors, Cousine Kula, ça s'écrit cousin et Kula, Kula. Alors, je vous ai pas amené le vinyle avec moi, c'est un album qui s'appelle Vitamine D. C'est un quintet de Bristol qui a été adoubé par un groupe que j'adore qui s'appelle Bad Bad Not Good, que tu connais Ah bah forcément. oui, bien sûr. Voilà, c'est de la feel good music, un petit, si vous aimez Kruyang Bean, mais vachement plus dansant, avec des grosses basses funky, avec des synthés dans tous les sens. C'est vraiment un album incroyable à aller découvrir, redécouvrir de A à Z. Il n'y a rien à jeter sur le disque, qui est plutôt rare. Et si vous pouvez vous offrir l'édition vinyle, voilà, il y a une pochette, vous allez voir, un petit peu particulière avec un dessin un petit peu qui rappelle un petit peu les dessins de la Lune au début du siècle dernier. Mais voilà, un combo funk disco vraiment super bien. Britannique en plus, donc on sait que les Britanniques savent faire groover la planète et avoir. Donc j'étais un peu passé à côté quand c'est sorti au mois d'avril, mars-avril. Et là, je vous conseille vraiment d'aller écouter ça. Ça s'appelle Cousine Kula et ça s'appelle Vitamine D. Et croyez-moi que ça vous met du soleil, en effet, dans le cœur. Oui, c'est clair, tu m'as envoyé ça, là j'ai commencé à écouter, j'ai pas écouté l'intégralité de l'album, en tout cas j'ai beaucoup aimé les 3 premiers morceaux sur lesquels je suis tombé, donc de bons conseils comme toujours. Je t'ai envoyé juste la photo et j'ai dit fonce. Exactement, exactement. On passe au, comment dire, au reliques. Ah bah vas-y. Alors, quelle a Ouais. été ta relique? Qu'est-ce que tu nous as trouvé cet été? Alors Parce qu'il écoute, il a fallu se renouveler un petit peu là. ouais, c'est ça. Alors, tu sais, je t'avais parlé, j'avais parlé de Parliament, ce groupe de funk là, qui s'appelle Parliament, dans lequel je me suis vraiment plongé depuis 2 ans parce que j'ai trouvé un petit peu les disques vraiment qui me plaisaient. Cet été, j'ai pas mal lu ça. J'attends, je vous en reparle sans doute la semaine prochaine ou dans 2 semaines parce que j'ai quasiment fini. C'est toujours sur L'infâme Musul. absolument de Real Musil, son livre sur le P-Funk et l'Odyssée de George Clinton. J'ai presque terminé, je vais vous en parler bientôt. Pendant les vacances, un peu par hasard, il se trouve il y a un journaliste que vous connaissez certainement de France Info qui s'appelle Matteo Maestracci, que je connais parce qu'au-delà d'être passionné de culture, c'est un passionné de basket qui joue au basket. Et j'apprends par hasard qu'il revend certains de ses disques. Et quand je regarde de plus près dans la liste, il y en a plusieurs qui me tapent dans l'œil, et notamment, il y a celui-ci que je vais te montrer, Pierre Armand. C'est l'un de mes tout préférés de Parliament, Mothership Connection. Alors pour tout te dire que j'avais déjà en ma possession, mais j'avais une réédition, mais qui m'était énormément jalousé par mon fils, qui est fan de Parliament aussi, qui me disait, moi j'aimerais bien l'avoir aussi pour l'écouter dans ma chambre, etc. Et donc là, je le vois, je le branle, et ce qui est assez cool, c'est que d'une part,
Ce disque a une histoire, parce qu'avant d'être la propriété de Matteo Maestracci, c'était la propriété de son père. Donc déjà, il y avait ces disques qui vient de son père. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en regardant, c'est l'édition originale, mais française. Et donc, ce que j'adore, donc distribution Vogue PIP. Et ça a été gravé et pressé en France, 93 430 à Villetaneuse. Et ça me fait tellement kiffer de me dire que j'ai un disque de Parliament qui a été imprimé dans le 93 à Villetaneuse. Donc voilà, pressage original de 75 ou 76, j'ai pas vérifié, mais en tout cas d'époque, en parfait état, que j'ai légué à mon fils qui est ravi. Il Et est donc, incroyable. voilà, cet album Il est tout neuf. incroyable. Ouais, en super état et tout. Donc ça, c'est une de mes très belles prises de l'été. Magnifique relique. Donc je remercie Matteo Maestracci, encore une fois, de m'avoir cédé ce disque. Alors, vous avez compris que si vous voulez aller voir avoir des disques comme ça et avoir des places pour aller voir des super matchs de basket pour vos anniversaires, vous envoyez un mail à adoption.theophilomesser.fr @rivers.fr. Comme ça, vous pourrez avoir le meilleur papa de l'univers. Moi, la relique, c'est une réédition qui est une ancienne relique et qui va parler à beaucoup de gens. En 1991, Tinker Hatfield, le fameux designer qui a travaillé sur la Jordan de 3 de 3 à 14, puis a fait une petite pause et est revenu après. Il faut savoir que à l'époque, les gros vendeurs de sneakers, c'était pas les basketteurs, c'était les tennisman. On en avait déjà parlé, Théo, c'était le tennis qui faisait vendre des sneakers. Et en 91, donc, il y avait un jeune tennisman américain dont on parle beaucoup, qui s'appelle André Agassi. Et donc, cette AirTech Challenge qui vient de ressortir. Donc, déjà, la bonne idée de copain de Nike, c'est d'avoir volontairement vieilli la midsole qui généralement est blanche, hein, comme le reste de la chaussure, donc ils l'ont volontairement vieilli, donc je trouve pour donner un côté vintage. Mais surtout, moi, cette couleur là, ce qu'on appelle l'infrared qui est là, qu'on retrouve également sur la Jordan 6, qui était sortie la même année, quelques semaines avant. Voilà, c'est une super chaussure. Et puis ils ont fait des vrais efforts, tu vois, il y a un vrai beau cuir, donc voilà, c'est quand même une Madeleine de Proust pour beaucoup de gens, cette AirTech Challenge, la chaussure de tennis d'André Agassi. Tu vois, pour te la garder belle et toute propre, je ne l'ai même pas mise, donc inutile de te dire que maintenant, yalla, comme on dit, ça, je ne vais pas la quitter. Et je trouve que la réédition est très très belle. Et encore une fois, c'est vraiment un modèle estampillé l'année 90, mais ça n'a pas vraiment pris une ride. Elle est magnifique. Une grosse pensée pour mon pote Romain qui va surkiffer parce que voilà, c'est un fan de ces modèles-là et de certaines McEnroe de l'époque. Donc, Bien je sûr. pense qu'il va être à l'affût. Également. Eh ben écoute, Pierre, écoute, c'était trop bien, quoi. Une reprise comme ça après un petit break estival. Bienvenue. En échauffement, là, voilà, on va retourner à la salle et puis on sera encore meilleur la semaine prochaine, vous allez voir. Déjà, on a réussi le premier, on s'est pas blessé. Hein. C'est toujours le premier objectif quand tu reprends la saison, c'est de pas te blesser pendant le premier entraînement. Donc, ravi d'avoir bouclé ce premier Hoop Culture sans avoir besoin d'appeler les pompiers ou de sortir la bombe de froid. On espère en tout cas que vous avez fait que votre reprise, votre entrée à vous s'est bien passée. On est ravi de repartir pour une nouvelle saison avec vous et on vous dit d'ores et déjà à la semaine prochaine. Et, Ouais. juste un petit détail quand même qui va avoir son importance normalement cette année, puisque normalement, tu sais que le Hoop Culture était en partenariat avec l'émission Hang Time sur Radio Grenouille, et Radio Grenouille kiffe Hoop Culture au point que peut-être il y a de fortes probabilités que nous soyons diffusés sur la FM cette année, 88.8 du côté de Marseille, et que nous soyons également, tu vois, présents dans la ville où il n'y a pas de basket, certes, mais où il y a l'amour, la passion reste là, bien sûr. Et comme on parle de bonne musique toujours, ça fera sens avec tout ça. Donc, on vous tiendra au courant des moments où ce sera diffusé. Mais voilà, c'est dans les tuyaux et c'est un très, très beau projet. On en est drôlement fiers. La famille Hoop Culture qui s'agrandit et qui continue de se développer. Absolument. De toute façon, dès que ça sera officiel et actif, on vous préviendra. Vous serez bien entendu les premiers informés. Profitez bien de cette fin de week-end. Passez une excellente semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao à tous. Ciao.